Ce jour-là, le pouvoir n'a pas été menacé par une foule. Il n'a pas été défié par des slogans, ni ébranlé par des manifestations. Il a été atteint par quelque chose de bien plus silencieux et bien plus dangereux, l'idée de l'après. Pendant longtemps, le pouvoir se rassure avec une certitude confortable, il n'y a personne d'autre. Pas d'alternative crédible. Pas de visage capable de rassurer. Pas de voix assez forte pour incarner la continuité sans lui. Tant que ce vide existe, le pouvoir se sent indispensable. Il peut tolérer la critique. Il peut survivre au scandale. Il peut même accepter une opposition symbolique. Parce qu'au fond, il croit que sans lui, tout s'effondre. Puis, sans avertissement, quelque chose change. Ce n'est pas une annonce officielle. Ce n'est pas une candidature déclarée. C'est un glissement dans les conversations. Un nom revient plus souvent. Un parcours intrigue. Une manière de parler rassure. Rien de spectaculaire. Rien d'agressif. Juste assez pour que les gens commencent à se projeter. À imaginer un futur qui ne porte plus le même visage. Et pour le pouvoir, cette projection est un choc. Car elle détruit son principal atout, l'absence d'alternative. À partir de là, le climat change subtilement. Le pouvoir écoute davantage. Il observe. Il mesure. Non pas pour dialoguer, mais pour évaluer le danger. Il ne se demande plus comment gouverner encore. Il se demande qui pourrait gouverner après. Et cette question le rend nerveux. Parce qu'un successeur crédible ne remet pas seulement en cause le présent. Il remet en cause le récit fondateur. Il pose une question que le pouvoir déteste entendre. Si quelqu'un d'autre peut faire le travail, pourquoi rester? Et aucune réponse idéologique, aucune référence au passé, aucune mise en garde contre le chaos ne suffit à effacer cette interrogation. Le plus troublant, c'est que ce successeur potentiel n'a pas besoin de s'attaquer frontalement au pouvoir. Sa simple existence suffit. Il n'insulte pas. Il ne menace pas. Il ne promet pas la rupture. Il incarne la continuité sans l'usure. La stabilité sans la fatigue. L'ordre sans la répétition. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Alors le pouvoir commence à changer de comportement. Il devient plus méfiant. Plus jaloux de l'espace public. Plus sensible à ce qui, hier encore, semblait insignifiant. Les décisions se font plus lentes. Les promotions plus prudentes. Les soutiens plus conditionnels. On ne combat pas encore l'alternative. On la retarde. On la marginalise. On la tue. Parce que le véritable danger n'est pas la confrontation directe, mais l'exemple d'un passage possible. Car une fois que les gens ont vu qu'un départ est envisageable, qu'une transition peut exister sans chaos, le pouvoir a son dernier refuge moral. Il ne peut plus se présenter comme le seul rempart. Il devient un choix parmi d'autres. Et un pouvoir qui devient un choix cesse d'être une fatalité. Ce jour-là, le pouvoir ne tombe pas. Il vacille intérieurement. Parce qu'il comprend quelque chose qu'il a toujours redouté, ce n'est pas la colère qui le menace le plus, mais l'espoir organisé. Pas la révolte, mais la projection. Pas l'attaque, mais la comparaison. Et dans le chapitre suivant, nous verrons comment, à partir de cette bonne nouvelle, le pouvoir commence à agir non plus pour gouverner, mais pour retarder l'après. Parce que lorsque l'idée des successeurs s'installe, chaque décision devient une manœuvre de survie. À partir du moment où l'idée d'un successeur crédible s'installe, le pouvoir change de priorité. Gouverner n'est plus l'objectif central. Gagner du temps le devient. Non pas du temps pour réformer, mais du temps pour rester. Et cette nuance change tout. Rien n'est annoncé publiquement. Officiellement, le discours reste le même, continuité, responsabilité, stabilité. Mais en coulisses, une autre logique s'impose. Chaque décision est désormais filtrée à travers une question unique et obsessionnelle. Est-ce que cela renforce l'après, ou est-ce que cela le retarde? Les réformes attendues sont reportées. Les transitions promises sont floues. Les échéances deviennent flexibles. Non parce qu'elles sont pas possibles, mais parce qu'elles seraient dangereuses.
Dangereuse pour un pouvoir qui a compris qu'un avenir sans lui est désormais imaginable. Et un avenir imaginable est déjà un avenir en construction. Le successeur potentiel n'est pas attaqué frontalement. Pas encore. Ce serait lui donner une importance officielle. Ce serait reconnaître son existence. Le pouvoir préfère une méthode plus subtile, plus efficace, l'étouffement-là. On limite son accès. On freine sa visibilité. On bloque ses réseaux. On fragilise ses soutiens. Rien d'assez brutal pour provoquer un scandale. Rien d'assez clair pour susciter une mobilisation. Juste assez pour ralentir. Pour fatiguer. Pour tester sa résistance. Car le pouvoir c'est une chose, tous les successeurs ne survivent pas à l'attente. Beaucoup se consument avant même d'arriver. Dans le même temps, le récit officiel se modifie. On commence à parler de moments délicats, de contexte régional instable, de responsabilité historique. Le message est implicite, mais clair, ce n'est pas le bon moment. Et ce message, répété assez longtemps, devient un homme politique redoutable. Car retarder l'après permet au pouvoir de se présenter non plus comme un obstacle, mais comme un rempart. Il ne s'oppose pas au changement. Il le protège. Il ne refuse pas la transition. Il la prépare. Du moins, c'est ce qu'il affirme. En réalité, il la conditionne à des critères impossibles à satisfaire. Plus le successeur potentiel rassure, plus il inquiète. Plus il apparaît compétent, plus il est perçu comme une menace. Et plus il baigne en crédibilité dans la société, plus le pouvoir resserre le contrôle. Non par peur du chaos, mais par peur de l'exemple. Car un passage réussi crée un précédent. Et un précédent est contagieux. C'est ici que la contradiction devient évidente pour ceux qui regardent attentivement. Le pouvoir parle d'avenir, mais agit pour le retarder. Il invoque la stabilité, mais crée une tension permanente. Il promet le renouvellement, mais verrouille les mécanismes qui le rendent impossible. Puis la société le sent. Les conversations changent de temps. On ne se demande plus si le pouvoir partira, mais quand. On ne débat plus de la légitimité du successeur, mais de la capacité du système à accepter son existence. Le centre du débat se déplace, et ce déplacement est irréversible. Car une fois que l'après devient un sujet public, le pouvoir ne contrôle plus le calendrier. Il peut ralentir, compliquer, différer. Mais chaque jour gagné au sommet renforce la pression que le départ est devenu une question de survie politique, pas de responsabilité historique. Et c'est là que le pouvoir s'enferme dans son piège le plus dangereux. En cherchant à retarder l'après, il le rend plus inévitable. En refusant de préparer la transition, il prépare une rupture plus brutale. En niant l'existence des successeurs, il confirme qu'il le craint. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette stratégie de retard finit par produire l'effet inverse. Au lieu d'affaiblir l'après, elle le solidifie. Parce qu'un avenir qu'on empêche trop longtemps finit toujours par s'imposer d'une autre manière. À force de vouloir retarder l'après, le pouvoir commet une erreur classique, et lui donne du temps. Et le temps, paradoxalement, travaille rarement pour ceux qui s'y accrochent trop fort. Car pendant que le sommet bloque, surveille et ralentit, quelque chose d'autre se construit en profondeur, loin des projecteurs. L'après apprend. Il observe. Il s'adapte. Le successeur potentiel comprend très vite qu'il ne gagnera pas par la confrontation directe. Il comprend que le système est conçu pour épuiser ceux qui arrivent trop tôt. Alors il change de stratégie. Il parle main fort. Il promet main. Il écoute davantage. Il se rend utile là où le pouvoir est absent. Et cette utilité silencieuse devient sa force principale. Dans les territoires, dans les institutions secondaires, dans les espaces que le centre néglige, il gagne en crédibilité. Pas par des slogans, mais par des résultats visibles. Pas par des discours, mais par une présence constante. Et peu à peu, la société commence à faire ce que le pouvoir redoute le plus, elle compare. Comparer est un acte politique redoutable. Comparer, c'est mesurer sans attaquer. Comparer, c'est imaginer sans renverser. Les gens ne disent pas encore, il doit partir.
Et ils disent, autrement, c'est possible. Et cette phrase, répétée assez souvent, sape toutes les justifications du maintien éternel. Car si l'alternative fonctionne à petite échelle, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas à grande? Le pouvoir sans ce basculement. Il perçoit que le successeur n'est plus une idée vague, mais une structure en formation. Des réseaux se tissent. Des loyautés discrètes apparaissent. Des acteurs jusque-là neutres commencent à pencher, prudemment. Pas par idéologie, mais par anticipation. Parce que personne ne veut être du mauvais côté de l'histoire quand elle change de direction. C'est ici que la tension devient visible. Le pouvoir parle encore de patience, mais la société parle déjà de transition. Il évoque la prudence, mais les conversations se projettent au-delà de nous. Il insiste sur l'expérience, mais l'expérience commence à être associée à l'usure, pas à la compétence. Et surtout, le pouvoir garde le monopole des futurs. Jusqu'alors, il contrôlait le calendrier, le rythme, le récit. Désormais, l'après existe indépendamment de sa volonté. Même s'il n'est pas encore officiel. Même s'il est encore fragile. Il est suffisamment réel pour modifier le comportement. Et cela suffit. Car un pouvoir peut survivre à la contestation. Il peut survivre à la critique. Il peut même survivre à l'impopularité. Ce qu'il ne peut pas survivre, c'est à l'organisation progressive de son remplacement. À partir de ce moment, chaque tentative de blocage devient une confirmation. Chaque retard devient une preuve. Chaque manœuvre pour gagner du temps révèle la même vérité, le pouvoir n'essaie plus de préparer l'avenir, il essaie d'y survivre. Et la société le comprend. Dans le chapitre suivant, nous verrons ce qui se passe lorsque cette solidification de l'après atteint un seuil critique, celui où même le pouvoir ne peut plus faire semblant de ne rien voir. Parce qu'à ce stade, l'histoire ne demande plus l'autorisation. Elle avance. Il arrive à l'instant précis où le pouvoir cesse de lutter contre un adversaire extérieur et commence à lutter contre le temps lui-même. Cet instant est silencieux, mais irréversible. C'est le moment où il comprend que le futur ne lui appartient plus. À ce stade, le successeur n'est plus seulement une possibilité. Il est devenu une référence implicite. On ne le nomme pas toujours publiquement. On ne l'annonce pas officiellement. Mais il est présent dans chaque décision, dans chaque hésitation, dans chaque calcul du pouvoir en place. Le pouvoir ne gouverne plus en fonction de ce qu'il veut construire, mais en fonction de ce qu'il veut empêcher. Empêcher que l'après prenne trop de forme. Empêcher que la comparaison devienne trop évidente. Empêcher que l'idée du remplacement se transforme en attente collective. Et c'est là que le pouvoir commet son aveu le plus clair. Il cesse de parler d'avenir. Il parle de risque. Il cesse de parler de vision. Il parle de menace. Le langage change parce que la position a changé. Le pouvoir n'est plus celui qui ouvre le chemin, mais celui qui garde la porte. Il ne propose plus un horizon, il défend une place. Cette défense permanente fatigue tout le monde, y compris ceux qui l'amènent. À l'intérieur du système, les réactions deviennent révélatrices. Les cadres n'osent plus s'engager pleinement. Les décisions sont repoussées. Les initiatives sont gelées. Personne ne veut prendre de risques pour un futur dont il n'est plus sûr qu'il sera encore là pour le voir. La prudence remplace l'élan. La survie remplace l'ambition. Pendant ce temps, la société avance. Elle n'attend plus de signaux officiels pour se projeter. Elle n'attend plus de discours pour s'organiser. Elle intègre l'idée que le pouvoir actuel est une parenthèse prolongée, pas une destination finale. Et cette perception est fatale. Car un pouvoir peut imposer le présent. Il peut ralentir le changement. Mais il ne peut pas confisquer l'imaginaire collectif. Quand les gens commencent à parler naturellement de l'après, même sans certitude, même sans dette, le pouvoir a déjà perdu sa position centrale. Il peut encore signer, ordonner, contrôler. Mais il ne structure plus le sens. Il ne définit plus le mouvement. Il suit, malgré lui, un processus qu'il ne maîtrise plus. C'est ici que la peur du pouvoir devient visible, même pour ceux qui le soutiennent encore. Non pas une peur de la chute immédiate, mais une peur plus profonde, celle d'être du mauvais côté de l'histoire.
Et cette tort la modifie et loyauté. Elle transforme les alliances. Elle pousse chacun à se demander non plus à qui suis-je fidèle, mais à quoi suis-je en train de survivre. Le pouvoir comprend alors une vérité qui avait toujours refusé. On peut gouverner un pays sans être son avenir. On peut contrôler un État sans incarner sa direction. Et quand cette dissociation se produit, la fin n'est plus une question de force, mais de temps. Le futur a déjà changé de camp. Dans le chapitre suivant, nous verrons ce qui arrive quand cette prise de conscience atteint son point final, lorsque le pouvoir doit choisir entre une sortie maîtrisée et une fin imposée. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus de savoir si l'après viendra, mais comment.